Bonjour à tous et bienvenue dans cette dernière cahute de la saison et dernière émission Twitch de la saison sur la chaîne Twitch de l'Université de Nîmes. Alors aujourd'hui on se retrouve en plateau avec deux de nos collègues. C'est une petite cahute comme vous allez voir, on va faire une émission un peu plus courte que d'habitude, mais on va passer un bon moment parce que c'est le plus important évidemment. Aujourd'hui on va parler des fêtes nationales puisque hier c'était le 14 juillet, et vous le savez peut-être, mais le 14 juillet, c'est la fête nationale française. Et du coup, aujourd'hui, on se retrouve avec Axel. Comment ça va, Axel? Ça va et vous? Ça va très bien. Et on se retrouve avec Manon. Comment ça va, Manon? Ça va et toi? Nickel. Après, ça commence extrêmement bien. Donc, du coup, aujourd'hui, voilà, on va vous parler un petit peu de choses qui tournent autour de la fête nationale, de l'imaginaire de la fête nationale. Donc voilà, l'idée c'est de passer un moment avant les vacances, de finir la saison tranquillement. Et puis je vais laisser la parole à Axel. Merci beaucoup. Donc je prends le relais. Alors aujourd'hui j'ai souhaité vous parler, puisque c'est dans le thème, de l'invention de la pyrotechnie ou des feux d'artifice, dit plus communément. Donc je vais commencer à vous introduire ça. Tout d'abord, d'origine mystérieuse et lointaine, les feux d'artifice ont probablement été inventés en Chine il y a plus d'un millier d'années. De la Renaissance italienne au grand spectacle moderne, l'histoire de la pyrotechnie a accompagné les progrès de la chimie pour devenir un élément incontournable des fêtes populaires. Mais donc, qui a inventé les feux d'artifice? Plusieurs histoires cohabitent sans qu'on sache vraiment laquelle est véridique. Surtout que l'histoire des feux d'artifice se confond souvent avec leurs applications militaires. Autour du Xe siècle, en Chine, des roquettes enflammées lancées depuis des tubes en bambou auraient été utilisées pour semer la terreur chez les ennemis. Comme dans Mulan. Tout à fait, c'est une très bonne référence. Environ à la même époque, l'invention du premier feu d'artifice est traditionnellement attribuée à Li Tian, un moine vivant dans la ville de Liuyang, province du Hunan, en Chine. Il aurait créé les premières bombes d'artifice pour éloigner les mauvais esprits, avec du charbon de bois, du salpêtre et du soufre. Actuellement, Liuyang se trouve être la capitale des feux d'artifice et concentre 2/3 de la production mondiale de ceux-ci. Selon une autre histoire populaire, ce serait un cuisinier qui aurait inventé les feux d'artifice par accident. En versant donc du salpêtre dans un feu de cuisson, il aurait produit une flamme à l'aspect remarquable. Ce qui est sûr, c'est que la recette de la poudre à canon permet aux feux d'artifice de se développer sous la dynastie Song, 960-1279 pour la dynastie. En Chine, ils sont utilisés à l'occasion du jour de l'an, de mariage ou de célébration militaire, notamment pour éloigner encore une fois les mauvais esprits. Sur la route de la soie, la réputation des feux d'artifice parvient en Occident, d'abord en Italie. Marco Polo est souvent crédité pour en avoir apporté la recette depuis la Chine. Dès le XIIIe siècle, une école italienne se développe. Les spectacles pyrotechniques accompagnent les grands événements de la cour. C'est au philosophe et alchimiste Roger Bacon, un Anglais, que nous devons la prouesse d'avoir décelé les secrets de la poudre noire en Europe, ainsi que l'explosion violente surnommée feu d'artifice, suite au confinement de la poudre à canon. Alors que la pyrotechnie... Hop, ma page a sauté, excusez-moi. Alors que la pyrotechnie rejoint les rangs des beaux-arts, les artificiers italiens seront pendant longtemps les meilleurs d'Europe. La recette de la poudre italienne s'enrichit d'or et d'argent pour donner des couleurs aux étincelles. En 1487, un premier spectacle pyrotechnique se déroule en Angleterre, marquant le couronnement d'Elizabeth York, épouse du roi Henri Tudor. Au XVIIe siècle, la pyrotechnie passe les Alpes. Le premier grand feu d'artifice français est donné en 1615 à Paris. Depuis la place des Vosges, il célèbre le mariage de Louis XIII et Anne d'Autriche. La pyrotechnie s'impose rapidement à la cour pour démontrer la grandeur du roi, de Versailles à Fontainebleau en passant par la capitale. Au XVIIIe siècle, la charge d'artificier du roi est instituée. Elle revient rapidement aux frères Ruggieri, dont la famille servira sous Louis XV, Louis XVI et même sous l'empereur Napoléon Bonaparte. Les feux sont alors tirés depuis des décors grandioses construits pour l'occasion. Tours, temples, fontaines, les artificiers travaillent de concert avec des architectes, peintres et charpentiers. Au XIXe siècle, les feux d'artifice prennent des couleurs. Ils sont enrichis de sel métallique ou poudre de métaux pour produire des tons encore jamais vus. Cuivre pour le bleu, strontium pour le rouge, calcium pour l'orange, etc.
Peu à peu, ils deviennent indissociables des grands événements populaires, comme l'exposition universelle de Paris en 1889. Enfin, au XXe siècle, les progrès de la chimie permettent d'avoir de plus en plus de contrôle sur les couleurs et les sons. Le timing devient plus précis que jamais. Les minuteurs électroniques permettent un lancement au centième de seconde, ce qui ouvre des possibilités illimitées pour caler la pyrotechnie sur une bande-son en musique. Voici la fin de ma chronique. Merci beaucoup, c'était super intéressant pour le coup. Alors, j'ai peut-être une question, mais je ne sais pas si tu as fait des recherches dessus. Du coup, on sait que les feux d'artifice, selon la zone, il n'y a pas vraiment une culture du feu d'artifice. Par exemple, les feux d'artifice brésiliens ne sont pas les mêmes que les feux d'artifice français. Tout à fait. Et au Japon, il y a une culture du feu d'artifice qui s'appelle le hanabi. Est-ce que, parce que du coup ça rentre pas du tout dans l'histoire, donc est-ce que c'est un truc qui est arrivé après? Le hanabi, de ce que j'ai lu en tout cas, de mes recherches, ça fait plus partie de l'ordre du pétard que du feu d'artifice en lui-même. Le feu d'artifice, c'est vraiment une violente et une grande explosion colorée, puisque c'est du coup le mélange et l'isolation de certains éléments chimiques, donc qui font vraiment une explosion spectaculaire. Que le hanabi, justement, alors je ne sais pas quel composant c'est, mais c'est plus de l'ordre du pétard. On accroche ça souvent en grande banderole et ça explose en toute petite part, mais c'est pas une explosion spectaculaire. Okay. Donc voilà. Okay. Après, là-dessus, effectivement, sur les composants eux-mêmes, c'est vrai qu'il faudrait vérifier, mais c'est pas du tout le même procédé pour le coup. D'accord, merci pour l'info. Voilà. Je sais pas si sur le chat. Il y a des questions éventuellement, on voit que c'est les vacances sur le chat. Ok. Et du coup, on parle des évolutions du feu d'artifice. Aujourd'hui, on commence à avoir des premiers feux d'artifice qui sont faits à partir de drones qui s'allument et qui font des claques. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Moi, je dis pourquoi pas. Après, on sait que ça rentrait dans le débat, bien sûr, parce que je ne suis pas assez expert de la matière et c'est pas du tout là où je veux nous emmener aujourd'hui, mais effectivement, il y a beaucoup de sujets, mais depuis quelques années, déjà depuis le début de 1900 quand même, donc ça commence à faire. Et il y a beaucoup de sujets de discussion sur la pollution des feux d'artifice, sonores, mais aussi sur en fait, l'air ambiant. Et de ce que j'avais lu, la fumée produite par un feu d'artifice, environ 20 minutes à tout casser, serait plus polluant qu'une fumée d'un barbecue au charbon qui arriverait en plein dans le visage, quoi. Donc effectivement, il y a une question sur la pollution, ce que ça fait, et surtout sur la sonorité, notamment pour les animaux, quoi. Donc voilà, parce qu'on voit les chiens, les chats, ils sont très paniqués dès qu'il y a des feux d'artifice, des bruits violents, quoi. Et des couleurs aussi, ça peut les faire paniquer, autant violentes. Mais sur le propos des drones, si ça fait de l'animation et que ça rapporte de l'argent à certaines communes, je pense pas que ça disparaîtra, loin de là, ça se développera. Après, peut-être le voir à faire d'une différente manière, avec différentes matières surtout. Je pense que c'est surtout ça la chose. Après, on suivra l'axe de l'évolution. C'est beau ce que tu dis. Ok, bon, merci beaucoup. Maintenant, je sais pas si je voulais rebondir, réagir. Non, c'est bon. Ça marche. Bon, merci beaucoup pour ta chronique. Le feu d'artifice, vous êtes allé voir hier le feu d'artifice? Oui, j'y suis allé. C'était sympa? C'était sur le thème de l'amour, c'était très beau. J'ai déjà vu beaucoup de feux d'artifice, j'ai même fait les nuits de Versailles pour te dire. Mais alors, pour le coup, ce qui était juste dommage, c'est qu'ils n'avaient pas taillé les arbres sur le boulevard Jean Jaurès devant les jardins de la Fontaine. Donc on voyait, mais si on n'était pas bien placé, on voyait mal. Mais c'était vraiment très très beau et ils ont mis le paquet, quoi. Donc le budget a dû être colossal. Super. Et du coup, est-ce qu'après le feu d'artifice, tu es allé danser? Il n'y a pas eu de bal cette année, en raison du coronavirus, le bal a été annulé. Entre nous, sans polémiquer, il y avait tellement de gens sur le boulevard et même aux alentours, dans les rues, sans masque notamment, que il y aurait pu avoir un bal, quoi. Enfin, voilà. Et parlons de bal, je crois que maintenant tu voulais nous parler justement du bal qui suit le feu d'artifice lors de la fête nationale. Oui, alors d'abord, les bals, ils font partie de la célébration prévue pour cette fête nationale, mais c'était aussi à la base des danses folkloriques, sur les places des cathédrales à l'époque médiévale, avec par exemple des jongleurs. Puis vers le XIIIe ou XIVe siècle, c'était plutôt des scènes de danse avec plusieurs rythmes binaires ou ternières plutôt. Ces bals aujourd'hui, c'est plutôt dans des endroits clos ou en extérieur avec un groupe de musique
des chansons, des danses et des boissons. Il existe plusieurs types principaux, oui, avec modération, plusieurs types principaux de bals, donc accompagnés par exemple de fanfares ou des bals musettes. Vers les années 1900, c'était des bals qui étaient populaires et ils sont appelés musettes par rapport à l'accordéon qui tenait le rôle principal dans les musiques et les compositions jouées lors de ces bals qui se trouvaient souvent organisés dans des cafés. C'était des cafés-concerts et les danses se faisaient dans les rues, sur les trottoirs. Mais ces bals musettes ont été de moins en moins utilisées à partir des années 1970 et sont quasiment plus présentes en fait aujourd'hui. Un autre bal plus courant, c'est les bals votives des fêtes de village qui sont encore là aujourd'hui. Sur les places de village qui sont souvent organisées par les orchestres et ils sont à l'origine organisés pour des raisons religieuses à la base, pour des saints patrons du village avec des défilés qui étaient célébrés dans les rues en l'honneur de ces saints et maintenant ont été incorporés en fait dans la vie de village tout simplement. Avec des musiques d'abord par variété française au début de soirée, puis de plus en plus tard des variétés de plus en plus internationales. Mais le plus courant pour le 14 juillet, c'est bien évidemment le bal des pompiers. Voilà, donc ça remonte au Second Empire, en décret en 1806 de Napoléon pour instituer une célébration le jour de sa naissance. La Saint-Napoléon, qui a été ensuite déplacée au 14 juillet parce qu'elle a été considérée rapidement comme une fête nationale. Et ces bals de pompiers sont organisés dans leur caserne pour renforcer les liens avec les civils. Donc ça peut être entre le 13, 14 ou 15, c'est pas obligatoirement le même 14 juillet pour tout le monde. Et ça montre d'abord, les pompiers vont montrer leur activité en journée aux civils. Et puis après, le soir sera organisé avec des concerts, de la musique. Ici aussi, d'abord plus populaire, et ensuite plus international, jusqu'à tard le soir. Voilà, donc c'était tout pour rapidement ces festivités qui rythment notre fête nationale. Okay. Moi, je trouve ça assez caustique que le bal des pompiers soit juste après le feu d'artifice, dans le sens où... Au cas où, ouais. Il y a eu une ou deux fois des petits soucis. C'est ça. Surtout qu'on sait que le 14 juillet, le 13 ou le 15, comme tu l'as dit aussi, parce que c'est pas toujours le 14, la plupart des incendies qui se passent à ce moment-là, c'est dû à des tirs de feu d'artifice sauvages ou organisés. Hein, mais, donc c'est un peu drôle, enfin un peu caustique le bal des pompiers juste à la suite. Quoi. Au moins ils sont à côté, quoi. Ouais, mais je savais pas du tout, enfin pour le bal des pompiers, j'en avais entendu parler, mais j'avais jamais... je savais pas du tout. C'est vrai qu'on a tendance à moins utiliser le mot bal aujourd'hui, on parle plus de soirée. Ou, à l'époque de nos grands-parents, et même certains de nos parents d'ailleurs, il y avait souvent les balles populaires, ce qu'on appelle les balles populaires, pour des célébrations, comme tu dis, le mariage et machin ou autre. Et le 14 juillet, on faisait partie de la fête nationale. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on le perd de plus en plus. C'est présent dans des villages, mais dans la culture urbaine, moins. Les fêtes votives, c'est ça. Avec les abrivados. Chez nous, oui, chez nous. Dans le sud de la France, oui. C'est ok, merci beaucoup. C'est vrai que j'ai bien aimé. Moi, ce que je trouve intéressant avec le bal aussi, c'est que c'est un truc qui convoque tout un imaginaire. C'est clair. Parce qu'on a le grand bal, le bal un peu plus populaire, qu'on peut voir dans les granges, un peu, on peut s'imaginer. Et c'est vrai que c'est ça. Oui. Un peu à la Venise, tu vois, j'adore. C'est ça. Ouais, le bal de Poudlard, tout ça, c'est magnifique. Là, c'est vraiment l'imaginaire, ouais. Bah ouais, mais bon, ça convoque l'idée, s'il y a un peu un truc. Ah, mais tout à fait. C'est beau, c'est classe, c'est fait pour faire rêver, le bal. Voilà, alors qu'en bal, généralement... Au début, c'est classe. Enfin, vers 2h du matin, bon. Avec modération. Bah écoute, merci beaucoup pour ta chronique. Alors, encore une fois, si dans le chat, il y a des réactions, je sais pas, je vois qu'il y a un message. Donc, Lolo Chat qui nous dit « Bonjour à tous les trois, bonne dernière émission. Merci maman. » Et puis du coup, on va pas... s'il n'y a pas d'autres questions, pas d'autres réactions... je vais passer à ma chronique. Mais merci beaucoup, Manon, pour
cette pièce d'information. Alors du coup, moi, je suis moins rentré dans le détail de la célébration. Je me suis intéressé aux fêtes nationales dans leur ensemble, parce que bon, on n'est pas les seuls à avoir une fête nationale, loin de là. Et c'est vrai que la fête nationale, c'est quand même un truc important. C'est quand même un événement important dans l'histoire d'un pays. C'est le moment où les gens se rassemblent sous les symboles, les valeurs du pays pour célébrer rien d'autre que leur nation. Il y a vraiment un côté très fédérateur de la fête nationale. Et c'est vrai que c'est un des rares moments où on peut utiliser le mot national ou nationalisme sans qu'il soit très connoté politiquement. Les fêtes nationales, du coup, en France, c'est le 14 juillet, évidemment. Depuis 1880, c'est assez récent, le 14 juillet, comme fête nationale. Donc, en fait, c'est sous la Troisième République. On a dit que ce sera le 14 juillet. On n'a pas précisé pour quel événement c'est. Donc, on peut considérer que c'est soit la prise de la Bastille, soit la fête des fédérations, soit les deux. On ne sait pas, il y a un petit flou un petit peu. Comme ça, chacun y met les valeurs qu'il veut y mettre. Et du coup, je me suis dit, c'est vrai que souvent, la fête nationale est liée à une indépendance, la naissance d'un nouveau régime politique, le couronnement d'un roi, la fondation d'un truc. Généralement, c'est une fête qui est très, très politique. Et je me suis dit, est-ce que c'est comme ça partout ? Et du coup, j'ai regardé maintenant, à trouver plein d'anecdotes et de trucs super marrants à vous raconter. Mais en fait, pas vraiment, parce que c'est vraiment comme ça dans énormément de pays. L'extrême majorité des pays, c'est une indépendance, la proclamation de tel personnage politique important, la fondation de tel nouveau régime. Pour les pays qui ont été colonisés, c'est quasiment systématiquement l'indépendance, même si on peut y greffer d'autres choses, c'est ce qu'on célèbre principalement. Et en fait, je m'attendais à trouver plus d'autres fêtes, d'autres types de fêtes dans d'autres cultures. Mais là où j'ai trouvé le plus de choses un peu singulières, c'est en Europe. À l'exception de deux pays, le Japon, où en fait il y a deux fêtes nationales. L'anniversaire de la fondation du Japon, donc qui est quand même un vieux pays, on parle du 7e siècle avant Jésus-Christ, oui. Donc le 11 février, et il y a une fête qui en fait bouge régulièrement, puisque c'est la date d'anniversaire de l'empereur, qui est célébrée par tous les Japonais. Pareil au Népal, où on célèbre l'anniversaire du souverain, c'est la seule fête nationale, l'anniversaire du souverain. Et après, j'ai vu qu'en Europe, en fait, c'était pas si évident que ça partout, surtout en Europe de l'Ouest, puisqu'on ne célèbre pas la même chose partout. En Espagne, la fête nationale, c'est le 12 octobre, et on célèbre la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb en 1492. Donc c'est pas une fête qui marque la fondation du pays ou quoi que ce soit. Alors, je pense c'est peut-être lié à l'histoire du pays aussi, parce que 1492, c'est quand même une date importante pour l'Espagne, c'est un peu la renaissance du pays. Mais voilà, je trouvais ça étonnant. Au Portugal, encore plus, alors on pouvait encore moins s'y attendre, c'est le 10 juin. Et le 10 juin, on célèbre la mort de Luís de Camões, qui est un poète. On célèbre la mort d'un poète qui a marqué l'histoire littéraire du Portugal. Donc voilà, c'est quelque chose d'étonnant. Et puis évidemment, le pays où il y a le plus de particularités en Europe, c'est l'Angleterre. Ça, c'est le Royaume-Uni, pardon, puisque le Royaume-Uni n'a pas de fête nationale. Et les pays qui composent le Royaume-Uni ont des fêtes nationales qui sont un petit peu officieuses, qui correspondent en fait chacun à la fête du saint patron du pays. Donc on a la St. Andrews en Écosse le 30 novembre, on a la St. George en Angleterre le 23 avril, la Saint-Patrick en Irlande le 17 mars, et le 1er mars, on a la Saint-David au Pays de Galles. Et en fait, ce qui est assez marrant, c'est que ces célébrations ne sont pas forcément des jours fériés dans ces pays-là. C'est-à-dire que c'est un jour où tout le monde célèbre le pays. On peut voir les célébrations de la Saint-Patrick, notamment, qui sont bien connues, avec du verre, des trèfles, de la bière et des leprechauns de partout. Et en fait, ces jours ne sont pas des jours fériés, ou sont des jours fériés depuis relativement peu de temps. Et en fait, on célèbre tout ça, donc si jamais... ces saints, c'est des personnages très très importants pour les Anglais, les Écossais, les Gallois, les Irlandais. C'est des personnages qui sont tellement importants qu'ils sont représentés dans le drapeau directement du pays. Le drapeau écossais, la croix blanche sur fond bleu, c'est la croix de St. Andrews. Le drapeau anglais, la croix rouge sur fond blanc, c'est la croix de Saint-Georges. Et en fait, l'Union Jack, le drapeau anglais, c'est ces croix qui sont superposées. Donc la croix irlandaise de Saint-Patrick, la croix de Saint-Georges, la croix de Saint-Andrews. Le Pays de Galles n'est pas représenté, puisqu'il a été annexé par l'Angleterre avant la fondation. Même si, il n'y a pas longtemps, j'ai vu un député anglais qui a proposé qu'on mette un dragon au milieu pour représenter le Pays de Galles.
Franchement, je vous invite à aller voir ça. Et du coup, le dragon du Pays de Galles, ça représente aussi ça ou c'est... Bonne question. Voilà. J'ai trouvé la C'est question. une excellente question, je te remercie de l'avoir posée. Non, franchement, je sais pas. Peut-être que Saint-David a une histoire avec un dragon, c'est tout à fait possible. Mais honnêtement, le Pays de Galles, c'est le pays de là-bas que je connais le moins. Donc voilà. Mais du coup, oui, ces fêtes, elles sont importantes parce que c'est des moments où on sort les drapeaux, on sort les symboles, on célèbre tout. Alors les fêtes nationales, du coup, sont très différentes dans tous les pays. Par exemple, en Côte d'Ivoire, on met les éléphants à l'honneur, on célèbre les éléphants puisque c'est vraiment le symbole de la Côte d'Ivoire. En France, on va sortir les drapeaux, on va avoir les feux d'artifice, les balles populaires. On va des fois avoir des gens qui sont déguisés en coq dans la rue. On va remettre en avant les symboles. En Irlande, par exemple, on va sortir les trèfles, qui est le symbole par excellence de l'Irlande. On va sortir ces symboles, on va célébrer tout ça. Et globalement, on a à peu près le même schéma dans tous les pays. La pyrotechnie qui va être très présente, les danses, les balles populaires, même s'ils ne s'appellent pas forcément comme ça, qui sont représentées. Ça va être l'occasion aussi pour les médias de mettre en avant un petit peu ce côté, mettre en avant la fierté de leur nation un petit peu, toujours sans être forcément marqué politiquement, parce qu'aujourd'hui on sait que c'est compliqué. Et ces fêtes nationales, en fait, le modèle de la fête qui unifie une communauté, parce qu'en fait c'est la fête qui unifie la communauté nationale, c'est tellement efficace et c'est tellement important pour réaffirmer son appartenance à une communauté, qu'on a eu l'apparition des journées internationales, des journées mondiales, des fêtes internationales, des fêtes mondiales, qui célèbrent ou qui cherchent à mettre en avant certaines communautés. J'en ai noté quelques-unes qui sont intéressantes ou qui sont un petit peu atypiques. Donc on a des journées qui visent à mettre en avant une communauté ou un problème pour que les gens soient informés à ce sujet et qu'ils puissent s'investir s'ils le veulent. Par exemple, le 2 avril, on a la journée mondiale de la sensibilisation à l'autisme. Le 8 juin, on a la journée mondiale des océans, qui est l'occasion de rappeler toutes les problématiques liées à la surpêche, au continent plastique, ce genre de choses. On a aussi des journées qui sont un peu plus funky, qui mettent en avant ce qu'aiment bien les gens. Par exemple, le 18 juin, la journée internationale du sushi, ou la journée internationale des pâtes le 27 octobre, qui est un peu une journée internationale des étudiants au final, je pense. On a aussi la journée internationale du ninja, donc le ninja avec une majuscule, dans le sens l'art du ninja, le 5 décembre. Donc voilà, si jamais il y a des ninjas qui nous regardent, n'hésitez pas à célébrer votre journée nationale le 5 décembre. Et puis on a aussi des journées qui cherchent à mettre en avant une communauté qui est un peu invisibilisée, comme la journée de la bisexualité le 23 septembre. Donc voilà, ce schéma en fait de fête, ça permet de se réidentifier, de se réapproprier aussi la manière dont nous on perçoit une communauté. C'est vrai que le 14 juillet, on a l'apparition de différentes perceptions de la France. D'un côté, on va avoir plus le côté très national basé sur les symboles, de l'autre, on va juste avoir des gens qui vont aller faire la fête et boire un coup. Chacun se réapproprie cette fête comme il veut, et dans beaucoup de pays, ça marche aussi comme ça. C'est vraiment la fête nationale, au final. Est-ce que ce ne serait pas la fête de chaque citoyen qui en profite pour montrer un petit peu comment lui ressent ça? Des fois, il peut en avoir rien à faire, c'est tout à fait possible. Des fois, il peut faire la fête, mais à balle, en sortant tous ces symboles, tous ces trucs, profiter. Ce jour-là, c'est mon jour, c'est le jour de la France, ce genre de choses. Et les célébrations internationales sont tout aussi importantes parce qu'elles permettent à l'intérieur d'une communauté, que ce soit une communauté religieuse, une communauté scientifique, une communauté sexuelle, de mettre en avant quelque chose, de s'identifier et de tous se rassembler autour d'un trait de caractère, d'une identité, d'une passion, d'une valeur commune. Et je terminerai ma chronique en vous souhaitant une excellente journée mondiale des compétences des jeunes. Voilà, on est à l'université, je pense que c'est pas mal. C'est le meilleur lieu pour ça. Voilà, c'est le meilleur endroit pour ça. Donc voilà, pour ma chronique sur nos fêtes nationales et nos journées mondiales. C'est une très bonne chronique, franchement, elle est hyper complète. Je suis impressionné par toutes les fêtes qu'il y a. Oh, mais il y en a vraiment, il y en a presque tous les jours. Il y a même plusieurs jours qui correspondent à plusieurs fêtes simultanément. Donc pour peu que tu tombes sur un pays qui a sa fête nationale et que tu appartiennes à deux communautés qui font la fête ce jour-là, c'est parti, quoi. C'est trois fêtes en une. Il y en a qui sont très très improbables, vraiment. Déjà, moi, journée internationale, journée mondiale du ninja, ça m'a surpris. Je me suis dit, c'est quand même très marqué culturellement le ninja. Puis je sais pas, est-ce que c'est une fête
que font les ninjas. Est-ce que c'est une fête pour montrer son appréciation des ninjas? Est-ce qu'il faut être fan de Naruto ou est-ce qu'il faut avoir suivi un entraînement de ninjutsu? Tu vois, Oui, est-ce que c'est vraiment quelque chose de réel, concret, sérieux, quelqu'un qui fasse ça en profession en arts martiaux, ou est-ce qu'on est plus partie de l'animé ou du manga? Enfin, je sais pas, franchement, il y en a tellement. Pareil, la journée du sushi ou des pâtes, c'est l'occasion peut-être de mettre en avant des cuisiniers qu'on aime bien, des trucs. Il y a plein de journées qui sont particulières. Le 21 décembre, la journée internationale de l'orgasme, attention. C'est l'occasion, voilà, c'est des choses des fois qui sont un peu triviales, des fois qui sont importantes, parce que pour le coup, les journées mondiales de sensibilisation à une maladie ou les journées mondiales liées à l'environnement, à la mise en avant d'une identité, c'est des journées qui sont importantes, surtout au sein de ces communautés-là, où on peut même penser aux communautés de fans, notamment le 4 mai, qui est le Star Wars Day, qui permet à tous les fans de Star Wars de se regrouper autour du jeu de mots, en fait, puisque le 4 mai en anglais c'est May the 4th, et ça ressemble à May the Force be with you, que la force soit avec vous. Donc voilà, entre les communautés de fans, il y a la journée mondiale de la science-fiction aussi, il y a plein de choses. Voilà, moi je trouvais ça sympa, j'en ai découvert plein, c'était marrant à préparer, vraiment très marrant. Il y a beaucoup de choses insolites, mais qui sont intéressantes, et je me dis, tu vois, si j'étais dans cette communauté-là, franchement ça me ferait kiffer d'avoir ce jour pour me faire plaisir, kiffer avec les gens, enfin voilà, c'est assez sympa, même si malheureusement on ne peut pas faire des feux d'artifice et des parades pour tout. Sinon on commencerait à avoir sacrément mal aux oreilles quand même tous les jours. Puis on aurait un air très pollué. On aurait un air très pollué, c'est ça. C'est bien parce que les chroniques, on aurait mal aux pieds aussi à force de danser. Oh ça oui. Et puis mal au foie à force de... avec modération. Très bien. Donc voilà, s'il y a des questions dans le chat, n'hésitez pas. Sinon, c'est ce qui va conclure cette dernière cahute de la saison. Alors ça a été... on a fait quoi? On a fait 6 ou 7 émissions, je crois, en tout. À peu près, moi j'aurais dit 7 ou 8 plutôt. Dans ces eaux-là, dans tous les cas, voilà, ça a été une occasion de découvrir un peu le format, de nous contraindre à faire un truc presque chaque semaine. Parce qu'il y a eu des petits soucis certaines semaines, mais de se faire, de faire un format presque chaque semaine, de toute façon, c'était assez sympa. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, vous. Est-ce que vous avez appris des choses? Est-ce que vous avez aimé, pas aimé? Je pense que tous les trois, sur le terme d'apprendre, ça c'est clair. Enfin, même les autres qui ne sont pas là, malheureusement, qui ne peuvent pas être avec nous, mais je pense qu'eux aussi, ils ont appris des choses. Et pour ma part, c'est bien drôle quand même. Surtout à préparer, c'est bien drôle. Ouais, c'est ça, on se fait plaisir et ça c'est important. Ouais. Peut-être. Oui, on apprend plein de choses en faisant les chroniques. J'ai bien aimé faire ma chronique sur les assassinats en tant que rite. C'était sympa ça aussi. Puis ce qui est sympa aussi, c'est quand tu as des retours. Moi, ça m'a... Alors, j'ai oublié de vous en parler d'ailleurs, comme ça j'en parle ici. La dernière fois, je me baladais dans la rue à Nîmes normale, voilà. Et puis j'ai quelqu'un qui m'a arrêté, qui m'a dit « Oh, mais je vous ai vu sur Twitch et tout. » Je dis « Ah bon? Oui, le truc en histoire. » Je fais le truc de l'association d'histoire. Il m'a dit « Oui, c'est un nom spécial, la cahute. » Et il m'a dit « Oui, c'était super, on continue comme ça et tout. » Je sais pas qui c'était, peut-être quelqu'un de l'université. Et du coup, la personne nous a remercié, entre guillemets, pour l'animation qu'on faisait. Donc, je trouvais ça super, le retour. Quoi. Mais en réalité, comme ça, dans la rue, c'est super. C'est étonnant. Dans tous les cas, nous, on va travailler cet été pour revenir avec une cahute peut-être un peu plus aboutie, avec un décor qu'on a promis en milieu d'année, qu'on n'a jamais eu, mais en essayant de faire un truc toujours plus doucement, abouti, plus propre, doucement mais sûrement. Voilà, on va essayer de revenir. On reviendra avec le concept à la rentrée, c'est sûr, la cahute reprendra. Et puis, c'est aussi l'émission qui met fin à la première saison de cette épopée Twitch de l'Université de Nîmes, qui a été aussi un véritable plaisir à faire pour les émissions auxquelles j'ai participé, à suivre pour les émissions que j'ai suivies. Et voilà, donc évidemment, ça a été super chouette. Moi, j'ai trouvé ça vraiment bien pour le coup d'avoir un média à l'université, à voir comment il évolue, mais c'est sûr qu'il reviendra l'an prochain aussi. Donc du coup voilà, on a l'honneur de terminer cette épopée Twitch, cette première saison de l'épopée Twitch, avec cette petite émission qui paye pas trop de mine, mais bon, la plupart des membres de l'asso sont en vacances, donc bon, c'est... Puis aussi, on l'oublie un petit peu, mais un grand merci aussi à M. Tessier. Oui, dès le départ, nous a aidés, a fait des émissions avec nous, qui reviendra sûrement, je pense. À M. Tessier, Mme Ortega, M. Baldaceroni qui nous ont soutenus, donc des professeurs de la fac d'histoire qui nous ont soutenus dans notre projet dès le début. Merci à tous les gens qui ont participé à la chaîne Twitch. Merci à Yannick qui
qui nous a beaucoup aidé et sans qui le projet Twitch n'existerait pas. À la com qui nous a fait cette affiche absolument magnifique. J'ai oublié de les remercier la dernière fois, je m'en voulais énormément. Donc merci beaucoup à la communication pour cette équipe, pour cette affiche et cette équipe absolument géniale. Voilà, merci aux gens qui sont venus nous faire un bonjour dans l'émission. Donc merci au chat qui a été actif, merci à Thierry Dance. Merci à Objective Gare qui a été là sur la première. Merci à l'équipe de l'Institut de formation en ergothérapie de Montpellier qui nous a fait plaisir de nous visiter aussi. Et puis sur Twitch en général, merci à tous ceux qui ont participé. Merci à Monsieur Roig. On salue bien évidemment très chaleureusement le roi de l'histoire qui est notre concurrent direct en émission Histo. Nous l'aurons un jour, nous l'aurons. Dans l'émission. Bien sûr. Oui, donc voilà, tous les gens qui ont participé au projet, c'était super chouette. Nous, du coup, on vous souhaite de très bonnes vacances. Reposez-vous bien, profitez bien. Si vous cherchez des choses à faire, n'hésitez pas à regarder les replays de Vue du Nîmes, où il y a un mec super sympa qui donne des recommandations de trucs à regarder et à faire sur Internet toutes les semaines. Je sais pas qui c'est, mais franchement, je l'aime beaucoup. On se demande En attendant, donc voilà, profitez bien de vos vacances avec modération. Voilà, reposez-vous bien, tout le monde a bien mérité, faites la fête, mais pas trop. Et puis nous, on se retrouve à la rentrée avec une nouvelle cahute, peut-être des nouveaux membres dans l'association Histoire, ça on verra. D'ici là, portez-vous bien, et puis au revoir.